Les Allemands étaient chez moi. On m'a dit, résigne-toi. Mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Le vent souffle sur les tombes. La liberté reviendra. On nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Mon assistante sociale m'a dit, vous allez retrouver un monsieur barbu avec des lunettes de soleil. Vous passerez à côté de lui sans faire semblant de le voir et il vous parlera. Alors j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai marché tranquillement sans regarder, sans tourner la tête puisqu'il fallait marcher sans regarder. Et c'est là derrière cet arbre, aïe aïe aïe, c'est derrière cet arbre que j'ai vu le barbu avec des lunettes de soleil. Je me suis approchée de là et il m'a dit place des terreaux. Dans le petit bistrot, place des terreaux, à gauche en venant de la place Tolosan. Et je suis repartie en le laissant derrière son arbre. C'était là ma première marche vraiment dans la résistance. Pour moi, c'était quelque chose de très important, étant donné que je ne connaissais pas la personne, hein, et que je me suis dit, est-ce qu'on m'a pas fait un piège? Est-ce qu'on m'a pas tendu de piège? C'était un peu ça qui me faisait un peu... Là, j'avais quand même un peu peur. Hein. Et puis après, c'était sensationnel. C'était très exaltant. Faire quelque chose contre l'ennemi, à son nez, à sa barbe, sous les yeux, quasiment, porter des journaux comme ça devant. C'était extraordinaire, c'était très exaltant, ça permettait de tenir le coup. Alors que la vie était très dure à l'époque. Arrivé à la Sorbonne, le patron m'a proposé d'être assistante. Je me suis occupé des travaux pratiques des étudiants. Et après les travaux pratiques, le soir, le patron venait discuter avec nous. Alors on discutait politique, et parmi les discussions, moi j'ai repéré un étudiant qui s'appelait Philippe Vianney, qui m'a exaspéré, parce qu'il était totalement patriote, il était pour faire partir les Allemands, et il était totalement pétainiste. C'était pour moi un scandale et une contradiction totale. Comme il avait l'air intelligent, malgré tout, un jour, j'ai discuté avec lui. Et je lui ai dit, je ne comprends pas que vous soyez ici à parler de patriotisme, alors que moi, tous mes camarades sont partis pour l'Angleterre, se battre. Et il m'a répondu, c'est parce que je pense qu'il faut se battre en France, et non pas à l'étranger. Il dit, se battre en France, vous avez des armes? Il dit, non, j'ai pas d'armes, mais nous avons les armes de l'esprit. Et je vais faire un journal clandestin. Et voulez-vous m'aider? Et pan. Là, j'étais prise à contre-pied, absolument. Alors, je rentre en novembre 40 à la Sorbonne. Alors, je me suis trouvée à avoir un exposé à faire sur le goût du risque. C'est un sujet qui m'a enthousiasmée. Et à la suite de mon exposé, puis Vianney est venu me trouver et il m'a dit « Je suis en train de créer un journal clandestin. Est-ce que vous seriez d'accord pour travailler avec nous ?» Alors, moi, vraiment, c'était le ciel qui me tombait sur la tête parce que dans ma famille, qui n'était absolument pas politisée, je n'aurais pas trouvé les contacts, en vérité, quoi. Et là, j'ai dit tout de suite oui, et c'est comme ça que je suis rentrée dans la résistance.
Les journaux officiels, c'était du matraquage. Les Allemands sont les plus beaux, les Allemands vous aident, les Allemands prennent les enfants dans les bras parce que les femmes sont seules et se défendent. Les femmes de prisonniers, vous savez, ont une vie difficile. C'était un peu ça. Mais je ne sais pas, dans ma famille, on n'était pas très ouverts à la propagande allemande. Der Sender Paris 2 wurde von einer deutschen Propagandakompanie wieder in Betrieb gesetzt. On n'avait pas le droit d'écouter la radio anglaise, il fallait se méfier de son entourage, on avait peu de renseignements. On avait ce que les Allemands voulaient laisser passer. Et ça, donc un journal clandestin, c'était extraordinaire. Et là, on a commencé à discuter, trouver un titre pour le journal. Il s'est appelé « Défense de la France ». Bon, pourquoi pas. Je n'aimais pas ce titre-là, mais enfin, il fallait bien trouver quelque chose. Et les deux garçons ont commencé à écrire des articles. Les deux garçons, pas moi. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. Je participais à la rédaction dans la mesure où par exemple, les articles de Philippe Vianney, je les censurais, les raturais, les reformais, mais je n'ai pas écrit moi-même, vous voyez. Philippe Vianney me demandait de le faire parce que sans doute il avait confiance dans mon jugement, mais je n'avais pas l'idée d'écrire parce que je n'avais pas d'idée politique, vous voyez. Je suis sûr que si j'avais proposé un article, il serait passé. On me l'aurait critiqué, on me l'aurait analysé, mais il serait passé. Et pourquoi on ne le faisait pas, hein? Nous repassions les chemises et nous ne pensions pas à écrire des articles. Je faisais quelquefois la queue le matin avec ma mère au marché pour ramener 3 fois rien dans notre panier, quelquefois même rien du tout. Et je partais pour être en classe à une heure convenable, avec pas grand-chose dans le ventre, puisque petit à petit, nous allons vraiment avoir une vie extrêmement difficile au point de vue ravitaillement. Les Allemands vont piller très très vite tout ce qu'ils vont pouvoir trouver. Beaucoup de choses vont partir vers l'Allemagne et eux-mêmes vont piller. C'est-à-dire que la vie des Français va être très 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 difficile. Nous sommes en zone occupée. Défense de la France à Versailles, c'était un groupe qui était composé surtout de jeunes, lycéens ou étudiants. Ce que nous faisions surtout, c'était aller chercher les journaux à Paris et les diffuser dans la région. On laissait une partie de nos journaux dans un endroit très près de la gare et le reste, je le rapportais chez moi. Et pour me faire plaisir, je mettais dans beaucoup de boîtes aux lettres de gens que je savais collabos, je mettais mon Défense de la France. C'était une certaine satisfaction de me dire, eh ben, tiens, quand ils vont ouvrir leur boîte aux lettres, ils vont se demander pourquoi ils ont ça. J'ai repéré des personnes pour organiser le service de diffusion. Et là, évidemment, on a pris un principe que j'ai pensé copier des communistes. Je suppose que c'était vrai, d'ailleurs. C'était le système des 3 personnes. J'embauche 3 personnes. Et ces 3 personnes doivent chacune en embaucher 3, mais aucun ne doit me connaître. Eh bien, ce système, c'est tout bête, c'est tout simple. Ça a fonctionné jusqu'à la Libération. Karl, c'était le pseudonyme de Louis-Jacques Rollet-Andrian, m'a recruté. C'était dans le hall de la fac de droit et je l'entends encore. Et surtout, vous ne donnez votre nom à personne. Vous me connaissez moi, il y a quelqu'un qui vous connaît en dessous, 2, 3 personnes et c'est tout. Et il y avait là un garçon qui était recruté aussi par Louis-Jacques Rollet-Andrian, qui s'appelait Michel Binetruy. On me dit voilà, c'est Philippe, et nous partons tous les deux. Et nous étions à peine dans la rue que quelqu'un lui tape sur l'épaule. « Bonjour Michel Binetruy, comment vas-tu ? Tes parents sont toujours... Où sont-ils ? Ils ont dû quitter Besançon, tu es toujours en droit, etc. etc. » Et alors, évidemment, ça a été ça pour tout notre groupe d'étudiants, parce que nous suivions les mêmes cours, nous rendions les mêmes devoirs.
On ne se méfiait pas de nous. Écoutez, une petite jeune maintenant. Maintenant, c'est différent puisque les jeunes sont beaucoup plus émancipés que nous étions. Nous étions des petites poules mouillées, hein, comme on dit. Et puis, bon, alors les Allemands ne se méfiaient pas de nous. Hein. Ayant vu que je n'avais aucune peur, hein, je n'avais vraiment peur de rien. Puisque j'étais... Vous savez, à un certain âge, on est quand même inconsciente. Hein. Alors, il me faisait faire n'importe quoi. Je portais des munitions, je portais des armes, mais sans le savoir. Hein. Nous avions une amie qui avait une petite voiture d'enfant, voyez. Et autrefois, vous savez, les voitures d'enfants, il y avait en bas dans la voiture un petit creux, et c'est là qu'on mettait les munitions. Et les enfants étaient assis sur les munitions. En 1943, début 1943, il y a un bonhomme qui est venu de Belgique. Bon, certainement qu'il avait les possibilités et les laissez-passer nécessaires parce que mon père l'a reçu à la maison. Et alors il lui a dit qu'il venait monter un réseau de renseignement. Et alors quand il m'a vu arriver, moi je suis arrivée comme ça, il a dit mais elle peut plus. Bien sûr, il a vu qu'on ne se méfiait pas de moi, qu'on parlait normalement. Il a dit elle ne pourrait pas venir à Châtel, c'était à Châtel-Guyon. Mon père a fait un peu la grimace, hein, mais moi, ça m'emballait hein, d'aller là-bas. Alors finalement, j'allais à Châtel-Guyon à partir de ce moment-là, c'est-à-dire en 1943. J'allais à Châtel-Guyon, il y avait 2 personnes de Clermont qui venaient m'apporter des petits papiers. Je regardais même pas ce que c'est qu'il y avait dedans, je le mettais dans ma bicyclette, n'importe où. On dépliait les petits papiers, on mettait ça en code. Après, je le tapais, j'avais jamais tapé à la machine, mais enfin, ça faisait rien, je tapais quand même. Et puis, c'était un étudiant en médecine qui venait nous le chercher. Et c'est très drôle parce que j'ai jamais eu peur à ce moment-là. Vous voyez, j'avais pas peur. D'une façon générale, je n'avais pas peur. Je pensais pas que l'on puisse m'arrêter ni rien. J'avais un faux laissez-passer, mais enfin, je pensais pas qu'on puisse m'arrêter. Quand on revenait avec nos journaux, on essayait d'ailleurs d'avoir, comment dirais-je, un aspect le plus jeune, assez inoffensif pour passer, ne pas être repéré. C'est-à-dire, moi je me souviens, on avait des petites soquettes, on avait nos cartables, ou un sac à dos, enfin vous voyez, tout à fait quelque chose d'absolument pas repérable du tout. Et on rentrait donc à Versailles. Alors là, nous avions quand même certains ordres, c'est-à-dire ne pas prendre un même wagon, ne pas monter dans un même wagon lorsqu'on rentrait dans nos trains de banlieue, parce que ça c'était pour éviter les arrestations à plusieurs. Ce qui était très très dangereux pour nous et ce qui nous faisait assez peur, c'était la possibilité d'être fouillés dans les gares. C'est un jour où on m'a envoyé récupérer à la gare une valise d'argent qui venait d'un parachutage. Et il y avait 1 million à l'époque. Et je devais la prendre, cette valise, et l'apporter à quelqu'un d'autre qui la prenait en charge. Et quand je suis arrivée à la gare avec ma valise, il y a eu un couvre-feu, si bien que je ne pouvais plus quitter la gare. Alors je suis allée dans la salle d'attente et j'ai posé la valise assez loin de moi. Et je suis revenue m'asseoir. Et tout d'un coup, vient s'asseoir à côté de moi un gendarme qui me dit « Mon Dieu, à cet âge-là qu'on est imprudent, vous ne vous rendez pas compte qu'on peut vous faucher votre valise comme de rien faire si vous ne la mettez pas à côté de vous ?» Bon, alors il va chercher la valise. Je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Il commence à entamer la conversation. Je fais semblant de m'endormir, c'était la seule chose que je pouvais faire, et je me suis endormie pour de bon. Et quand je me suis réveillée, j'avais toujours mon gendarme à côté de moi qui me dit « Vous avez de la chance que j'ai été à côté de vous. Hein. Vous n'avez rien entendu, vous dormez bien. Ils ont fait un contrôle. » Et j'ai dit « Il ne faut pas la réveiller, elle est avec moi. » Alors là, j'avoue que je devais avoir un ange gardien derrière moi ce jour-là. Je me dis alors, maintenant je me dis c'était de l'inconscience.
j'ai jamais pensé une seconde qu'il pouvait arriver quelque chose. Alors, le 20 juillet 1943, il y a eu une arrestation de presque tout l'ensemble de la diffusion. Parce que la personne, le traître, était quelqu'un qui s'était inséré dans notre mouvement. Et Philippe a senti le danger en 1943 sans savoir quoi au juste. Mais il a dit, on va changer l'organisation, on va profiter de l'été pour changer l'organisation, changer les lieux de réunion, ne plus aller au même endroit et changer tout. Et naturellement, le traître l'a su. L'a dit à la Gestapo, qui s'est dit, c'est le moment de tous les arrêter. Et le 20 juillet 1943, il y a eu une rafle énorme. On a été à peu près une centaine à être arrêtés. Il y avait des gens qui n'avaient presque rien fait, qui ont été libérés tout de suite. En disant, il y en a une, je ne sais pas, peut-être vingtaine au moins, qui étaient vraiment des piliers du mouvement, qui ont été arrêtés de la diffusion. Moi, j'étais à la maternité, je venais de mettre au monde mon fils, le 14 juillet, c'était une belle date. Hein. Le 14 juillet 1943, j'ai mis au monde mon fils, et puis quelques jours après, donc le 20 juillet, un coup de téléphone m'a dit « il faut que vous partiez immédiatement ». Sans autre explication. Alors, qui était arrêté? Je ne savais pas. Où aller? Il y a eu des moments très pénibles, hein, pour moi, pour le bébé surtout, le pauvre. Je l'allaitais déjà. Mais à partir du moment où la sonnerie du téléphone a retenti annonçant la Gestapo, c'était fini. Hop, plus de lait. Et je n'avais pas de carte de lait. Et je ne pouvais pas en demander, parce qu'il fallait aller à la mairie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce pauvre bébé? Eh bien, on lui a donné de l'eau sucrée. Il a braillé comme il n'est pas permis, il était vigoureux, il avait envie de vivre. On a fini par trouver, après, des boîtes de lait condensé Nestlé, mais qui coûtaient très très cher, mais il fallait trouver la filière. On risquait d'être dénoncé, même le voisinage. Hein. Il y a eu comme ça des gens qui ont été dénoncés dans leur maison par des charmants voisins. Il y avait de plus en plus d'arrestations, les arrestations même ici à Versailles. Donc tout ça, on l'apprenait. Je crois que c'était le propre des résistants, c'était de se dire ça va finir parce qu'on va voir la Gestapo. Et le jour où la Gestapo arrive, c'est terrible, mais il y a une espèce de soulagement. Ça aussi, c'est très difficile à faire passer. Mais on se dit, ça y est, voilà, c'est arrivé. On attendait ça un peu. Je suis donc rentrée dans la cour, tout à fait étonnée que celle-ci était restée entrouverte. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je n'ai pas rencontré la concierge et je suis montée tout de suite pour me, pour me renseigner. Je suis donc montée ici. J'entends des pas derrière moi. N'empêche, je monte quand même. Et je suis montée au 2e étage. Et c'est en sonnant ici que personne ne m'a répondu. 2 messieurs m'avaient suivi. C'était la Gestapo. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Ben, je viens chez mon petit ami, je dis. Et leur ai-je dit? Je vais ouvrir, mais vous avez une clé? Je n'ai pas de clé. Personne n'est là. Qu'est-ce que vous cherchez là? Ah ben mon petit ami, votre petit ami. Mais qu'est-ce que vous avez dans vos poches là, dans vos sacs? Ah ben,
ces différents petits papiers. Venez, suivez-nous. Alors, on est emmené rue des Saussaies, et là, je suis gardée pour passer la nuit là-bas. Je suis enfermée dans un placard, et en me disant que le lendemain, je serais torturée. C'est pas une perspective très agréable, mais j'ai été sauvée par ma bonne santé. Ça faisait, je ne sais pas combien de temps, peut-être 6 mois que je dormais 4 heures par nuit à cause de mes activités. Je me suis endormie à 7 heures du soir, endormie pile sur une chaise dans le placard, et je suis réveillée le lendemain. Une fois que vous étiez rentré à la Gestapo, c'était un monde de folie. Vous aviez vraiment l'impression d'être dans un monde fou. Alors au siège de la Gestapo de Clermont, ça a été très rapide. Mon père a été mis d'un côté, mon frère et moi, on était dans une pièce, on est venu me chercher. Presque tout de suite. Alors je suis entrée dans la pièce où il y avait mon père. Alors moi, on m'a dit « déshabille-toi ». Moi, je ne savais pas bien me déshabiller, mais ils m'ont fait déshabiller complètement. Et alors, à genoux, les mains sur la tête, je tournais le dos à mon père, ils interrogeaient mon père, et chaque fois que mon père répondait quelque chose, il me donnait 2 ou 3 coups. C'était des nerfs de bœuf. Moi qui n'avais jamais pris une gifle de ma vie, j'ai trouvé ça un peu saumâtre. Mais enfin, ça ne fait rien. Je me suis appliquée à ne pas crier, surtout. Je dirais rien, que je n'ai pas crié. Mais ils m'en ont passé pas mal. Et à ce moment-là, ils m'ont emmenée pour me baigner. C'est-à-dire, dans une pièce à côté, il y avait une baignoire qui était pleine de sang, de tout ce qu'on peut imaginer. Ils m'ont d'abord demandé de la nettoyer, puis ils vous déshabillent, ils remplissent la baignoire d'eau et ils vous plongent la tête dedans. Alors bon, ça va bien, et puis, ça va mal plutôt, et à un moment donné, j'ai entendu hurler. Et puis je me suis rendu compte que c'était moi qui hurlais. Alors là, j'ai eu peur, je me suis dit, mais je peux peut-être parler, si je hurle sans m'en rendre compte, alors il faut que je dise quelque chose. J'avais des cousins germains, j'ai donné le prénom de quelques cousins germains avec le signalement inverse. Je donnais le prénom, j'ai dit, on ne connaît que des prénoms, ça, c'est ce qu'on avait dit à Camille. Comme ça, j'étais sûre de m'en souvenir. Alors, ils m'ont laissé tranquille à ce moment-là, et ils m'ont dit qu'ils m'interrogeraient à nouveau le lendemain. Ils sont venus me rechercher 3 fois, moi, mais sans me faire déshabiller. Alors, la dernière fois, ils m'ont amené dans une espèce, c'était comme une cuisine. Ils m'avaient attrapé par le cou, le bonhomme. Moi, je me dégageais. Puis il m'a dit, tu vois, si tu voulais être gentil, ça éviterait à ton père d'être ce qu'il est, viens voir. Alors mon père était par terre, déshabillé, mais alors complètement mouillé, quoi. Il avait de l'eau partout autour de lui, parce que, je ne sais pas, c'était qu'un lavabo, donc on ne l'avait pas mis ailleurs, mais on avait dû essayer de le ranimer avec de l'eau, parce qu'il était plein d'eau partout, il était couché. Et puis à chaque fois, il me redescendait dans une toute petite cellule. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu du bruit, mais ça faisait bien à peu près 48 heures qu'on était là, sans manger, sans rien. Et j'ai regardé, parce que vous savez, les cellules ont un tout petit trou comme ça, je regarde. Ils étaient en train de descendre mon père par les escaliers en le tenant par les pieds. Alors la tête, elle faisait ça sur les escaliers. J'ai supposé que mon père était peut-être mort à ce moment-là. Et je ne l'ai plus jamais revu. Moi, je me revois toute cette nuit, j'étais collée contre la porte et je me disais, il faut que je sorte de là, il faut que je sorte de là, mais je me le disais d'une façon complètement illogique, parce que je ne disais pas, il faut que je trouve une sortie. Je me disais, il faut que je franchisse cette porte, il faut que je passe à travers cette porte, parce que demain, est-ce que je vais être capable de tenir ? Et ça a été mon angoisse toute la nuit. Demain, je ne serai pas capable de tenir, etc. Et j'entendais les femmes derrière qui se racontaient différentes choses, mais je ne pouvais pas écouter ce qu'on avait dit, je n'avais que cette idée en tête. Et le lendemain matin, on nous a fait sortir. Je n'ai pas le souvenir qu'on nous ait fait faire une toilette ou quoi que ce soit. On nous a ramenés directement à la Gestapo. Et j'ai passé toute la journée dans cette salle d'attente. Ils ne m'ont jamais réinterrogée.
Alors je me souviens de quelque chose qui a été très très dur pour moi. C'est, je monte d'aller à la toilette et il y a la fenêtre était ouverte, c'était au 4e étage. Je me dis, il faut que je me jette par la fenêtre. Je tiendrai peut-être pas le coup. Et le temps que je fasse ça, je me suis pas jetée tout de suite. Il y a un soldat qui est venu et qui m'a rattrapée, vous voyez. Alors je me dis, j'aurais dû... En fait, je n'ai pas été torturée, mais c'est resté comme une sorte de remords, peut-être que... Vous savez, on ne savait pas grand-chose des tortures. Je dis que si j'avais su ce qu'était de la torture, peut-être que je me serais jetée tout de suite. Le premier jour, on était prêt à mourir, hein, c'est le cas de le dire. Mais c'est que 8 jours après, j'avais plus du tout envie de mourir, moi. Une fois que j'étais dans cette cellule, moi, j'avais plus du tout envie de mourir. Alors, toutes les fois qu'on annonçait que la Gestapo de Vichy était en prison, était à la prison, parce qu'elle venait pas tous les jours, la Gestapo de Vichy, à chaque fois, j'avais la trouille, parce que je dis, qu'est-ce qu'il va encore me faire? Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on a peur, il n'y a pas de doute, on a peur, on veut tenir le coup, on tient le coup, mais on a peur, il n'y a pas de doute.